Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. L'histoire de l'humanité regorge de grands récits mythiques où s'entretuent de légendaires frères ennemis. Caïn et Abel, ou Jacob et Ésaü dans la Bible, Osiris et Seth dans l'Égypte ancienne, Éthéocle et Polynice dans la mythologie grecque, ou encore Romulus et Rémus dans la mythologie romaine. Ces mythes et légendes ne font hélas que retranscrire une réalité d'une grande banalité. Dans une vie de famille, les rivalités entre frères et sœurs sont fréquentes, douloureuses et parfois aussi impitoyables. Ainsi que l'écrivait Charles Chinchol, secrétaire d'Alexandre Dumas qui en connaissait un rayon en ressort romanesque. Que tous les hommes soient frères, c'est le rêve des gens qui n'ont pas de frères. Or donc dans ce nouveau récit en deux parties, place à Gaston, frère cadet du roi Louis XIII, qui sa vie durant se refusa à vivre dans l'ombre de son aîné et rêva d'être roi de France. Gaston, encore un garçon qui n'étant pas appelé à régner, ne porte pas un nom droit de France. C'est bien dommage d'ailleurs parce que avoir un Gaston Ier au milieu de tous nos Louis et nos Charles nous aurait un peu changé les idées. Troisième fils d'Henri IV et de Marie de Médicis, son prénom lui vient de son aïeul Gaston de Foix, dont descend sa marraine, Marguerite de Valois. Marguerite de Valois, vous la connaissez bien sûr, c'est la reine Margot. Et Marguerite de Valois est la première épouse du papa de Gaston. Dans un premier temps, les relations entre Gaston et son frère aîné, Louis, furent excellentes. Comment en aurait-il été autrement d'ailleurs? Car Louis, né en 1601, a 7 ans de plus que Gaston, né en 1608. À cet âge-là, 7 ans de différence, c'est beaucoup. Entre les deux garçons, il y a un frère, Nicolas, qui meurt en 1611. À partir de ce moment-là, Gaston devient monsieur, donc héritier en puissance de Louis, si toutefois celui-ci venait à mourir sans descendance. Et voilà qui constituera un caillou dans les souliers des deux frères, car la future épouse de Louis, Anne d'Autriche, restera 23 ans sans parvenir à donner un fils à son mari, mettant Gaston en situation de devenir à tout moment calife à la place du calife. Mais pour l'heure, les deux garçons sont élevés au beau milieu d'une nichée de bambins composée des enfants légitimes et des enfants naturels de leur père, le roi Henri IV. Un père qu'ils vont perdre bien trop tôt. Quand Henri IV est assassiné par Ravaillac le 14 mai 1610, Gaston n'a que 2 ans. Il est bien trop jeune pour réaliser quoi que ce soit, tandis que Louis, qui a 9 ans et était en adoration devant son père, subit de plein fouet le traumatisme de sa brutale disparition. Il fait des cauchemars, il bégaye, ce dont il souffre beaucoup. On dit que sa mère, Marie de Médicis, lui préfère Gaston. Il est vrai que Gaston est plus joli garçon, plus vivant, plus sympathique, quand Louis est au contraire d'un naturel morose et mélancolique. Et puis, morose ou pas, une reine-mère ne se comporte-t-elle pas forcément avec plus de déférence et donc de distance envers celui de ses fils dont elle sait qu'il deviendra roi? De fait, Louis va être à la fois un enfant gâté, entouré de tous les égards dus à un futur roi, et un enfant battu comme plâtre pour la moindre peccadille, pour un oui ou pour un non, sur ordre de sa mère. Il est fouetté par sa gouvernante, Madame de Montglat, au point d'en faire des syncopes. Sa mère ne connaît que cette méthode d'éducation catastrophique, qui, au lieu d'aider son aîné à développer ses dons, va au contraire le rendre encore plus impressionnable. Timide, jaloux, il est très instable, facilement en proie à de violentes colères, très irritable comme l'était son père. Il ne supporte pas la désobéissance et aime à rappeler qu'il est le maître. À en croire l'un de ses précepteurs, Il avait une cuisante jalousie de son autorité. le maréchal d'Ancre, Concini, assassiné le 27 avril 1617 au Louvre par un capitaine des gardes du jeune roi, allait le réaliser à ses dépens. Pendant des années, Louis avait dû essuyer sans mot dire de sa part toutes sortes de rebuffades et d'humiliations.
Concini le traitait comme un gamin, ne se découvrait pas devant lui, s'asseyait sans vergogne dans son fauteuil. Ces outrages devaient se payer cher. Le jour de son assassinat, Louis XIII, blanc comme un linge, apparaîtra à une fenêtre et annoncera « Maintenant, je suis le roi !» Et pour bien marquer cette prise de pouvoir, il fera placer des gardes aux portes des appartements de sa mère avant de la reléguer à Blois. Au contraire de son aîné, Gaston est tout le portrait de son père Henri IV. Jeune homme bourré de charme, exubérant, enjoué, il aime les femmes et les escapades. Son précepteur, un certain Dornano, auquel il est très attaché, a développé chez son élève le goût des arts, de la musique, de la littérature et des sciences. Cela étant, l'élogieux portrait de Gaston s'arrête là. Comme son frère, il est d'un naturel instable, mais il est aussi et surtout très velléitaire et incapable d'aller au bout des choses. D'après son premier biographe, M. Détang, il ne manquait pas de courage physique, mais il manquait de courage moral, de constance et de résolution. En présence de Richelieu, il était pris d'une peur panique et les contemporains comme les historiens n'ont retenu que cette lâcheté. On l'aura compris, avec ces deux garçons, Louis et Gaston, nous sommes face à la carpe et au lapin. L'un est un taiseux et un triste sire qui n'aime que la chasse, les bigoteries et les hommes. L'autre est un fêtard aimant les plaisirs, les femmes, les arts et la liberté. Probablement jaloux de son petit frère pour ce qu'il ressemblait trop à leur père et qu'il était le préféré de leur mère, Louis n'aura de cesse de le traiter en subalterne et de bloquer toutes ses initiatives. Un exemple, tous deux aiment la guerre et rêvent de s'illustrer sur les champs de bataille. Mais Louis XIII considère que le seul chef de guerre, c'est lui. Il prive son cadet injustement et à plusieurs reprises de commandement. Par ailleurs, entre ces deux garçons, il n'y a plus qu'une rivalité de frères pour le pouvoir. Il y a aussi une vraie opposition politique. Gaston est en effet partisan d'une monarchie libérale et il estime nécessaire de détourner la royauté des chemins périlleux de l'absolutisme. Il caresse l'idée pour le royaume de France d'une monarchie tempérée, à l'anglaise. Dans ces conditions, comment pourrait-il s'accorder avec Louis XIII et Richelieu ? Les 15 années de rivalité entre Louis XIII et Richelieu d'un côté et Gaston et les frondeurs de l'autre constituent une période chaotique ponctuée de complots, de trahisons, d'exécutions et de réconciliations dont il n'est évidemment pas question de faire le tour ici. Nous nous contenterons de mentionner brièvement les grands complots qui jalonnèrent cette période et renvoyons les auditeurs amateurs de conspiration au récit détaillé des années 1626 à 1652, année où Gaston fut exilé à Blois par Mazarin pour avoir participé à la Fronde. Autant dire que quasiment jusqu'à sa mort en 1660, Gaston ne cessa jamais de comploter, frondant, défrondant, trahissant ses amis. Pendant toutes ces années, les nobles frondeurs opposés à la politique du cardinal de Richelieu penseront, avec Gaston, avoir trouvé leur chef. Sa position d'unique héritier du trône les confortait et confortait Gaston lui-même, dans l'idée qu'il pourrait être bientôt un nouvel Henri IV. Jeunes garçons, si différents qu'ils fussent, Gaston et Louis n'en étaient pas pour autant ennemis. D'ailleurs, avant l'entrée de Richelieu au Conseil du Roi, ils s'entendaient bien. Et en 1621, ils avaient même été combattre ensemble les protestants. Par ailleurs, être tous deux victimes des ingérences continuelles de leur mère dans leur vie privée devait plutôt les rapprocher. Entre ses frères, c'est par Richelieu que commencera et se dénouera la brouille. En 1624, tout juste arrivé au Conseil du Roi, le cardinal use de son influence toute neuve auprès de Louis XIII pour priver Gaston de son précepteur bien-aimé, Dornano. La faute de Dornano ? Avoir encouragé Gaston à revendiquer lui aussi une place au Conseil en tant qu'héritier du trône. Cette revendication a irrité au plus haut point Louis XIII et Richelieu qui envoient le précepteur à la Bastille. Du coup, comme un ado rebelle, il ne faut pas oublier qu'il n'a que 16 ans, Gaston se met à bambocher et crée même, pour défier le roi, un conseil de vauriennerie dont les membres ont pour seule tâche de mener joyeuse vie.
Au bout de 3 mois, son frère, sa mère et Richelieu finissent par céder et font revenir d'Ornano en le chargeant de faire reprendre le droit chemin à son indocile élève. En avril 1626, à la demande de Gaston, d'Ornano reçoit un brevet de maréchal de France, s'il vous plaît. Mais bientôt Richelieu, bien informé par son réseau d'espions, va imputer à d'Ornano la résistance de Gaston à un projet de mariage avec mademoiselle de Montpensier. Gaston ne veut pas de ce mariage. Mais la personne la plus hostile au projet est sa belle-sœur, Anne d'Autriche, qui, n'ayant toujours pas d'enfant, voit d'un très mauvais œil que son jeune beau-frère se marie et puisse en avoir. Il prendrait alors à la cour une place par trop considérable. Anne d'Autriche circonvient d'Ornano et son amie Madame de Chevreuse parvient à faire entrer également dans le parti dit de l'aversion au mariage les frères Vendôme, fils d'Henri IV et de Gabrielle d'Estrées, et donc demi-frères de Louis XIII et Gaston. D'Ornano prend des contacts avec quelques puissances voisines, Angleterre, Savoie, Provinces-Unies. L'objectif de ce plan fumeux, dit conspiration de Chalais, est de liquider Richelieu, de guetter la mort de Louis XIII et de marier Gaston avec Anne d'Autriche. Première victime d'une longue série parmi les proches de Gaston qui participèrent à ces cabales, d'Ornano est arrêté le 4 mai 1626 et emprisonné, ainsi que les frères Vendôme, dont l'un, Alexandre, mourra dans sa geôle de Vincennes après 3 ans de captivité, et l'autre, César, finira en exil. Chalais, ami d'enfance de Louis XIII, qui devait exécuter le cardinal et se croyait naïvement agent double, sera le dindon de la farce et finira sur le billot le 19 août 1626. Son exécution est passée à la postérité comme l'une des plus atroces de notre histoire, car en l'absence du bourreau, il fut mis à mort par un savetier qui n'avait jamais tué personne et dut s'y reprendre à 34 fois avant d'arriver à lui couper la tête. D'Ornano aura finalement plus de chance. Il meurt le 2 septembre 1626, avant son procès d'une rétention d'urine ou d'un empoisonnement. Au cours de la conspiration de Chalais, Louis XIII en personne interrogera longuement son frère à plusieurs reprises. Il ne peut attenter à sa personne, sa qualité d'héritier du trône le rendant intouchable. Mais il lui fait signer, le 31 mai 1626, un engagement solennel à se montrer loyal envers lui, à ne plus contracter avec qui que ce soit des intelligences contraires à la couronne, et à faire part de toutes les menées contre le trône dont il sera lui-même informé. Oui, cause toujours, tu m'intéresses. Allez, complot suivant. Pour les deux frères, les années 1627 à 1630 sont des années de douche écossaise. Gaston se soumet à la volonté de son frère en épousant sans amour mademoiselle de Montpensier. Il se rend au siège de La Rochelle, non sans avoir auparavant longuement supplié Louis de l'y envoyer pour se battre. Mais Louis aurait voulu cantonner son frère dans un poste subalterne pour qu'il ne puisse pas se distinguer au combat. Richelieu lui suggère au contraire de le traiter honorablement, pour qu'il ne fasse rien contre la paix du royaume et les intérêts de l'État, et de l'envoyer se battre, puisqu'il se sent d'humeur héroïque. En 1627 et 1628, après avoir attendu indéfiniment le bon vouloir de Louis, Gaston combat donc très courageusement devant La Rochelle, puis à l'île de Ré. Nul à la cour n'en fait état. La gloire n'appartient qu'au roi. Depuis la mort de Chalais, Gaston songe constamment à fuir. Toujours en délicatesse, les frères correspondent. Louis XIII vide son sac. Je me plains de vous, du peu de respect que vous rendez à la reine notre mère. Je me plains du peu de compte que vous faites de garder les paroles que vous m'avez si souvent et si solennellement données. Je me plains de quoi vous vous tenez si souvent loin de moi. Je me plains des désordres et des débauches de votre vie. À cette avalanche de reproches, Gaston va réagir en se rapprochant le plus possible de la frontière. Il passe en Lorraine. C'est la première fuite de l'héritier du trône à l'étranger. La Lorraine offre alors le gros avantage pour notre fugueur de ne pas appartenir au royaume de France. Gaston s'y trouve en sécurité et restera donc à Nancy jusqu'en janvier 1630. C'est alors que, pour éviter d'avoir un comploteur à ses frontières, son frère l'Amadou, en le nommant gouverneur de l'Orléanais, en lui donnant le duché de Valois, mais aussi de l'argent pour régler ses dettes. Au passage, Gaston, dont la jeune épouse était morte après 1 an de mariage, doit renoncer à un remariage qui gênait les visées italiennes de son frère, ce qui n'arrangera rien entre eux.
Les deux frères se réconcilient à Troyes le 17 avril 1630. La rencontre est plutôt affectueuse, fructueuse même, puisque Louis XIII confie à Gaston la défense de Paris pendant que lui-même part combattre en Italie. Mais patatras, quelques mois plus tard, le 10 novembre 1630, se déroule un nouveau rebondissement entré dans l'histoire sous le nom de Journée des dupes, tournant majeur dans le règne de Louis XIII. Ce matin-là, Marie de Médicis demande à son fils de révoquer le cardinal dont elle ne supporte plus l'influence. C'est alors que surgit Richelieu, interrompant l'entretien dont il est l'objet. Marie de Médicis exige alors de son fils qu'il choisisse entre le cardinal et elle. « Préférez-vous un laquais à votre mère ?» Sur le moment, elle pense avoir gagné. Le cardinal, effondré, se retire et se résout à donner sa démission. Mais contre toute attente, le roi le convoque à Versailles, lui renouvelle sa confiance et lui dit « Je suis plus attaché à mon état qu'à ma mère. » Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous. Faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. J'ai écrit l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est signée Xavier Joly. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de ce récit au cœur de l'histoire consacré à Gaston de France. Anti-Richelieu. Monsieur cherche à s'assurer le concours d'autres provinces, après quoi on obligera le roi à sacrifier son ministre, à moins que Louis XIII, devant la réprobation générale, n'accepte de s'effacer ou de disparaître, ce qui donnerait enfin la couronne à Gaston. Le remuant frérot et ses complices frondeurs vont passer un an à se compter et à monter une nouvelle tentative de renversement de Richelieu. Mais plus le cardinal est controversé, plus Louis XIII le comble de privilèges et d'argent. Irrité par cette agitation à ses frontières, Louis XIII saisit le prétexte de la rébellion de Gaston et de son mariage contracté sans son autorisation pour aller châtier la Lorraine. En décembre 1631, les troupes françaises pénètrent en Lorraine et prennent la forteresse de Moyenvic. Le duc de Lorraine doit s'incliner. La Lorraine est mise au pas. Le traité de Vic du 6 janvier 1632, signé 3 jours après le mariage de Gaston, permet à Louis XIII de faire établir une garnison permanente en Lorraine. Il sera suivi du traité de Liverdun, au terme duquel Charles IV est contraint de rendre hommage à Louis XIII et de l'autoriser à traverser la Lorraine comme bon lui semblera. Ah, décidément, voilà un nouveau beau-frère qui lui coûte cher. Bon, où en sommes-nous ? Conspiration de Chalais, fuite en Lorraine, réconciliation, journée des dupes, refuite en Lorraine, et maintenant fuite aux Pays-Bas espagnols d'où Gaston prépare son prochain soulèvement général. Il lui faut trouver des hommes, convaincre les nobles opposés à Richelieu de le suivre. Pour financer son prochain coup de force, sa noble mère, Marie de Médicis, met ses bijoux en gage. Situation familiale extraordinaire s'il en fut. La reine-mère, exilée à Bruxelles, finance avec ses bijoux la guerre que son fils cadet mène à son fils aîné. C'est du joli. Pour l'heure, notre conspirateur impénitent doit impérativement rallier à sa cause l'un des plus grands seigneurs du moment, Henri de Montmorency, le petit-fils du connétable Anne de Montmorency, grand ami de François Ier et d'Henri II. Passionnément épris de liberté, celui-ci se laisse tenter par l'offre de ralliement de Gaston. C'est donc maintenant l'un des plus grands seigneurs de France, le duc de Montmorency, maréchal de France, filleul d'Henri IV, que Gaston convainc de se soulever contre le roi. Le 22 juillet 1632, les États du Languedoc font sécession du royaume de France. Le représentant du roi y est arrêté. Le Languedoc, ayant été privé par Richelieu du droit de prélever les impôts, le soulèvement de Gaston et de Montmorency y est plutôt populaire et seules quelques villes, Toulouse, Carcassonne et Narbonne, restent fidèles au roi et refusent d'accueillir les insurgés.
Cette fois, Louis XIII fait le déplacement en personne pour punir les révoltés. La bataille a lieu le 1er septembre 1632 devant Castelnaudary et ne dure guère plus d'une demi-heure. Les forces en présence sont assez modestes, 2500 soldats côté Louis XIII et 1500 hommes côté rebelles. Montmorency est blessé et arrêté, tandis qu'Antoine de Moret, demi-frère de Louis XIII, fils de Jacqueline de Bueil, qui se battait dans le camp de Gaston, est mortellement blessé par une balle de mousquet. Il expire dans le carrosse de son demi-frère. Condamné à mort pour crime de lèse-majesté, Montmorency sera exécuté à Toulouse le 30 octobre 1632. Sa mort est l'affirmation éclatante d'un pouvoir royal tout-puissant qui entend bien dompter la noblesse. Encore une entreprise de Gaston qui s'achève dans la débâcle. Mais cette fois, monsieur est un peu échaudé. Constatant que son frère n'a pas hésité à faire exécuter une pointure comme Montmorency, il craint pour sa propre vie et part se réfugier aux Pays-Bas. Il y passe 2 ans pendant lesquels il fait réaffirmer son mariage publiquement par l'archevêque de Moline et continue à prendre des contacts dans toute l'Europe. En 1633, il perd sa principale protectrice sur place, l'archiduchesse Isabelle. Du coup, privé d'appui, il négocie son retour en France. Il déclare : L'expérience m'a appris qu'il ne faut jamais être contre le roi. Gaston aurait-il pris un peu de plomb dans la cervelle ? Toujours est-il que les 2 frères se retrouvent après avoir réussi à s'accorder autour des histoires de mariage, de pension, de règlement des dettes de Gaston. Ils se revoient le 21 octobre 1634, émotion sincère, excuse de Gaston. Son frère lui redéclare : Je vous ai pardonné. Ne parlons plus du passé, mais de la joie que je ressens très grande de vous revoir ici. Gaston, lui aussi, est ravi car après 4 ans d'exil, il commençait à en avoir assez d'aller et venir et aspirait au repos. Le 11 novembre, il arrive à Blois, mais sa trop facile Altesse, comme le surnommait Richelieu, n'allait pas rester longtemps en place. Louis XIII a beau avoir soi-disant pardonné, il n'a pas digéré le coup du mariage de son frère et l'annulation de ce mariage tourne à l'obsession. Le 14 février 1635, il fait arrêter tous les favoris de Gaston, à commencer par Antoine de Lage, sieur de Puylaurens, qui depuis des années conseillait Gaston dans ses intrigues contre Richelieu. Puylaurens va payer son incapacité à convaincre Gaston de se démarier, de sa liberté et bientôt de sa vie, puisqu'il mourra en prison en juillet de la même année. Gaston se retrouve en liberté surveillée. Le chancelier et surintendant qui remplace Puylaurens auprès de lui est un homme du cardinal. Isolé, meurtri, il accepte de signer un acte de démariage qui n'a d'ailleurs aucune valeur, Richelieu le sait très bien, car il est obtenu sous la contrainte. C'est alors que les troupes espagnoles franchissent la frontière du royaume de France, envahissant bientôt la Picardie. Face aux revirements, réconciliations, conspirations, fuites et autres entourloupes de Gaston, on ne peut s'empêcher d'éprouver une certaine lassitude. En tout cas, on comprend mieux pourquoi Alexandre Dumas se prit de passion pour les mousquetaires sous le règne de Louis XIII, un règne sur fond de cavalcades et de complots, du pain béni pour un romancier. En 1636, donc, bien décidés à déferler sur Paris, les Espagnols ont envahi la Picardie et les paysans se soulèvent en Guyenne. Le royaume de France est gravement menacé. Richelieu comprend que ça n'est pas le moment de pousser Gaston à bout, alors qu'il a dans la France entière des opposants qui ne demanderont qu'à se placer derrière sa bannière. La grande crainte du cardinal, c'est surtout que Gaston ne soit instrumentalisé par les Espagnols. Il se trompe. Car si Gaston le haïssait, lui, il aimait son pays et ne l'aurait jamais trahi. En participant à la guerre ouverte contre la maison de Habsbourg, donc contre l'Espagne et l'Autriche, Gaston gagne de ne plus être persécuté comme il l'était depuis son retour d'exil. À l'automne 1636, comme lieutenant général des armées de Picardie, il assiège la ville de Corbie durant 6 semaines. C'est lui qui finira d'ailleurs par obtenir la capitulation des Espagnols, mais c'est Richelieu qui en recueillera tous les lauriers. 1636, année de la victoire française et du consensus entre nos frères ennemis ? Oh, que non !
Il ne serait pas dit que 1636 n'aurait pas sa petite conspiration. Cette année-là, elle s'appelle Complot d'Amiens. Il s'agit une nouvelle fois d'assassiner Richelieu. Le cardinal échappera à la mort de justesse grâce aux tergiversations de Gaston, qui devait donner le signal, mais se défile à la dernière minute. Conspirateur, oui. Assassin, non. Dans la fastidieuse opposition des deux frères, un événement surgit qui devrait tout changer. Il s'agit de la naissance de Louis Dieudonné, futur Louis XIV, en 1638. Enfin, après 23 ans d'attente et plusieurs fausses couches, Anne d'Autriche donne naissance à un héritier. Voilà donc notre Gaston relégué à la 2e place dans l'ordre de la succession. Va-t-il se calmer pour autant ? Et non, que nenni. Le complot qui se prépare sera retentissant. Il a pour nom Conspiration de 5 mars, du nom d'un favori et sans doute amant de Louis XIII. Ce sera l'ultime complot de Gaston contre son frère et le cardinal. Pourquoi le dernier ? Eh bien, le combat cessera tout naturellement faute de combattants, puisque Richelieu, dont la France entière souhaitait la disparition, mourra de sa belle mort dans l'allégresse générale le 4 décembre 1632. Une fois encore, cette conspiration de mars 1642 visait à faire de Gaston le lieutenant général du royaume. Comme d'habitude, le complot était vanté, le lampiste exécuté. Gaston de France est laissé hors de cause, mais le Parlement de Paris enregistre une déclaration le privant de ses droits à la régence. Le 8 février 1643, les deux frères se réconcilient, ainsi qu'ils l'ont toujours fait après le dernier complot en date. Mais quelle valeur accorder à cette énième réconciliation ? 6 mois après Richelieu, c'est maintenant Louis XIII qui est à l'article de la mort. Le 6 mai, il accepte enfin, par un acte officiel, le mariage de Gaston avec la duchesse de Lorraine. Sur son lit de mort, écrit Nicolas Goulas, un contemporain, « Monsieur versa 1000 larmes en voyant le roi si bas. La reine n'en fit pas moins, mais le roi n'en eut pas plus de tendresse, ni pour l'un, ni pour l'autre. » L'heure n'est plus à la comédie des réconciliations. Avant sa mort, Louis XIII nomme Gaston gouverneur et lieutenant général du royaume et chef des conseils, sous l'autorité de la reine, pendant la minorité de Louis XIV. Enfin, ça valait la peine d'attendre. Mais enfin, tous ces complots, tous ces morts et tous ces déplacements pour en arriver là. Devenu chef de l'armée, Gaston mènera contre les Espagnols une campagne victorieuse qui apportera à la France toute une partie du comté de Flandre. Mais c'est plus fort que lui, le démon de l'intrigue le démange et il repart de plus belle dans la fronde contre le pouvoir royal. Cette fois, c'est Mazarin qui le fait exiler dans son château de Blois. Après avoir tant d'années sillonné le royaume de France, Gaston passera à Blois les 8 années qu'il lui reste à vivre, entouré de ses riches collections d'œuvres d'art, de miniatures et de médailles, de cartes géographiques et de toute une ménagerie de bestioles bruyantes. D'aucuns ont pu écrire qu'à sa mort, « Personne à la cour de France ne pleura beaucoup, c'est insupportable enfant vieilli. » Dans sa biographie de Louis XIV, Jean-Christian Petit-Fils enchérit en écrivant « Gaston d'Orléans, ce prince léger, veule, chimérique, velléitaire, enragé fauteur de troubles, conspirateur impénitent, qui achetait son pardon en se faisant le délateur de ses amis et partisans. Lui sur le trône, c'en était fini de l'œuvre de redressement opiniâtrement menée par Richelieu. » Voici notre homme habillé pour l'hiver. Et pourtant, nous l'aimons bien, ce foutraque de Gaston, épris de liberté et de justice. Ah, s'il avait régné, au lieu de quoi le royaume de France allait hériter avec Louis XIV du souverain le plus absolutiste de toute l'histoire de la monarchie française. D'ailleurs, c'est Louis XIV qui fit interdire la publication de l'oraison funèbre de Gaston, où son oncle était présenté comme médiateur entre le roi et ses sujets et attaché à la liberté du peuple. La liberté du peuple ? Et puis quoi encore ? Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai, je vous répondrai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio
J'ai écrit l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est signée Xavier Joly. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un nouveau récit au cœur de l'histoire.